Mesdames, Messieurs, chers auditeurs qui nous écoutez, dans le cadre de la campagne aux élections fédérales 2023, nous avons décidé de faire une campagne avec du contenu, en essayant de répondre aux questions que le public peut se poser au quotidien pour des choses très concrètes. Et nous commençons aujourd'hui avec une approche qui concerne évidemment la politique, qui concerne le droit. C'est la question du droit des successions, des héritages et tout ce que cela implique. Et j'ai le plaisir de recevoir, pour en débattre, en discuter aujourd'hui, monsieur le professeur Michel Moser. Monsieur le professeur, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter en quelques mots? Monsieur le Conseiller national, je vous remercie de votre invitation et c'est avec plaisir que je présenterai certains aspects du droit successoral, principalement en relation avec la modification de la loi qui est entrée en vigueur le 1er janvier de cette année. Je suis notaire, je pratique le notariat à Bulle depuis 1987. J'ai fait ma formation universitaire à l'université de Fribourg, où j'ai fait ensuite mon doctorat que j'ai consacré à une question de droit réel. J'ai été désigné comme chargé de cours à l'université en 1991, professeur titulaire en 2004, et puis j'enseigne principalement dans le domaine des droits réels, mais également pour les cours de master en droit notarial et dans le cadre de la planification successorale. Je vous remercie. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, en préambule, est-ce que vous estimez que l'on s'interroge sur les questions de succession trop tard? Et quel est l'intérêt de s'intéresser à ces questions successorales de son vivant? Oui, il est important que les gens s'inquiètent du sort de leur patrimoine. Ils ne le font pas, je crois, généralement trop tard. Ce qui importe, c'est qu'ils le fassent en tout cas avant de mourir. Et c'est effectivement dans ce contexte-là qu'ils doivent se poser la question de savoir quel sera le sort de leurs biens, comment leurs enfants, leurs conjoints vont hériter, et qu'ils s'interrogent sur ces questions-là. Ils peuvent le faire évidemment tout seuls s'ils disposent des connaissances suffisantes, mais aussi peuvent faire appel à des spécialistes du droit, un avocat, un notaire, etc. Une fois que la question est posée, que les solutions sont envisagées, dans ce cas, généralement, les décisions peuvent être exécutées rapidement par des actes, par exemple, entre vifs, donc des actes que l'on fait de son vivant, où l'on transfère une partie de son patrimoine dans une perspective de planification successorale à ses enfants, ou alors on prend des dispositions pour cause de mort, c'est-à-dire des dispositions qui ne déploieront leurs effets qu'au décès de la personne concernée. Et ça peut être fait rapidement. Il suffit que ces dispositions soient prises avant le décès, à une période où les personnes sont encore capables de discernement pour qu'elles déploient leurs effets. Merci. Alors, entrons dans ces questions des dispositions entre vifs ou pour cause de mort. Donc ce sont les testaments, les pactes successoraux. Il y a eu des grands changements du droit successoral au 1er janvier de cette année, adoptés par les chambres fédérales. Je m'en souviens bien lorsque nous avons débattu de cela. Est-ce que vous pouvez résumer ces grands changements? Oui, volontiers. Donc, on a ici le droit successoral qui a été modifié. Initialement, ce droit avait été adopté par le législateur de 1907 dans le cadre de l'adoption du Code civil, entré en vigueur le 1er janvier 1912, et ces dispositions n'avaient pas connu de changement significatif. Certains parlementaires sont intervenus et ont estimé que ce droit était vieillissant en quelque sorte, qu'il ne répondait plus aux réalités socio-économiques du moment, notamment lorsque l'on tient compte des nouvelles formes de famille, les familles recomposées, le concubinage, lorsqu'on tient compte également du fait que l'espérance de vie a augmenté, même sensiblement, depuis 1907, et que notamment la prévoyance a changé également de forme. Et dans ce contexte, le législateur du 18 décembre 2020 a pris un premier paquet, en quelque sorte, de dispositions qui sont entrées en vigueur le 1er janvier de cette année. D'autres dispositions sont prévues qui, elles, concernent principalement les successions et les entreprises. Dans la loi du 18 décembre 2020, la principale modification concerne les réserves successorales. Les réserves successorales, ce sont les parts
que l'on ne peut pas enlever à certains héritiers, ce qu'on appelle les héritiers réservataires. Les réservataires, en l'état, étaient le conjoint survivant et les enfants, et la réserve est calculée sur la base de la part légale, c'est-à-dire la part que la loi prévoirait en l'absence de disposition pour cause de mort. Et jusqu'à maintenant, la réserve des descendants était de 3/4 de la part légale, et elle a été réduite par le législateur à la moitié de la part légale. C'est-à-dire donc que si une personne ne laisse que des enfants, pas de conjoint, actuellement, elle peut disposer de la moitié de la succession et non pas seulement du quart. La question se pose notamment à l'égard d'enfants qu'on n'aurait plus revus depuis plusieurs décennies, avec lesquels on n'a plus de contact, ou d'enfants qu'on estime être entre quelque sorte indignes de succéder. Et là, évidemment, cette quotité disponible augmentée peut être utilisée notamment pour favoriser le conjoint en tant qu'il n'est pas marié, c'est-à-dire le partenaire de vie, le concubin, puisque lui pourrait maintenant bénéficier de la moitié de la succession. La deuxième modification importante, qui également concerne les réserves, se rapporte à la réserve des pères et mères, dans le sens que jusqu'à maintenant, les pères et mères avaient une réserve, une part dont ils ne pouvaient pas être privés. La question concerne naturellement seulement les cas où une personne n'a pas de descendants, et cette réserve a été supprimée. Donc, par exemple, la personne qui vit en concubinage, qui n'a pas d'enfants, mais qui avait jusqu'à maintenant des pères et mères, ne pouvait pas disposer de l'intégralité de la succession. Maintenant, elle le peut. À côté de ça, le législateur a prévu encore d'autres dispositions. Pour l'essentiel, on peut relever les suivants. Tout d'abord, en relation avec le divorce. Maintenant, donc dès le 1er janvier 2023, les conjoints héritent l'un de l'autre tant que la procédure de divorce n'a pas abouti, c'est-à-dire que le jugement de divorce n'est pas entré en force. Mais, et c'est nouveau, il est possible d'écarter le conjoint de sa succession. Il n'est donc plus réservataire dès que la procédure de divorce est engagée, et ce, à certaines conditions. Et si je peux vous interrompre, comment faut-il le faire concrètement ? Il faut faire un testament. Un simple testament Un suffit. testament par lequel on déclare que notre conjoint, dont on n'est pas encore divorcé, n'héritera pas et ne sera pas donc au bénéfice de sa réserve. Ensuite, il y a d'autres dispositions qui ont été prises, notamment en relation avec le troisième pilier, dans le sens que les avoirs du troisième pilier ne rentrent pas dans le cadre de la succession, mais entrent dans le cadre du calcul des réserves. On a ici une modification correspondante de la loi sur la prévoyance professionnelle en l'occurrence, qui est également entrée en vigueur. Et puis, on a d'autres dispositions d'ordre plus technique qui étaient destinées à mettre en quelque sorte, à consacrer certaines questions que la jurisprudence avait eu l'occasion de traiter. Il y en a une qui est intéressante et qui concerne les pactes successoraux. Les pactes successoraux sont donc des contrats pour cause de mort par lesquels on institue quelqu'un comme héritier, on le fait bénéficier d'un avantage successoral. Et la question était celle de savoir si, lorsque on fait un pacte successoral en faveur du co-contractant et qu'ensuite on dispose de ses biens, par exemple en les donnant de son vivant, ces donations étaient susceptibles d'être annulées parce que contraires aux engagements qui avaient été pris. Et là, le législateur s'est écarté d'une solution jurisprudentielle, donc du tribunal fédéral, en prévoyant que ces dispositions-là peuvent aussi être attaquées, même s'il n'y a pas une véritable volonté d'anéantir les droits du co-contractant. C'est tout à fait intéressant. Je vous remercie, vous avez bien dressé le portrait de la réforme de cette année. Alors, vous avez beaucoup parlé de familles recomposées, de concubinage, des situations qui sont courantes mais qui ne sont pas la norme du point de vue du droit civil. Selon vous, quelles sont les situations familiales les plus complexes par rapport au droit des successions ? Il est effectivement fréquent
que dans le cadre d'une planification successorale, on rencontre des difficultés qui peuvent être importantes. Et je dirais, il faut distinguer deux critères. Le premier, c'est la difficulté qui relève des personnes en cause, et la deuxième, c'est celle qui relève de la nature et du contenu du patrimoine. Si on prend les personnes en cause, vous l'avez tout à fait bien dit, le cas le plus délicat généralement est celui des familles recomposées, et des cas donc où des conjoints ont des enfants d'une première union, ensuite se remarient, et là la succession peut effectivement faire difficulté, on l'illustrera si vous voulez bien tout à l'heure. Le deuxième cas qui concerne aussi la nature, enfin les personnes en cause, ce sont ces cas de familles déchirées. Vous avez effectivement des cas qui sont maintenant relativement nombreux, aussi à la faveur de ces familles recomposées, où on n'a plus de contact avec certains enfants parce que le divorce s'est mal passé, parce que on n'a pas accepté le nouveau conjoint, etc. Et là, se pose toujours la question de savoir, au-delà de la réserve qui a été maintenant réduite, de savoir s'il faut maintenir ou pas une certaine égalité, dans quelle mesure on doit prendre en compte ces personnes ou pas. Pour ce qui est du patrimoine, qui peut faire difficulté, je dirais il y a deux constellations qui appellent en tout cas une attention plus soutenue. La première, c'est celle où le patrimoine des personnes en question est, je dirais, monolithique. Il comporte qu'un seul élément, principalement, on pense à la maison d'habitation, et cette maison d'habitation, pour reprendre ce cas-là, fait l'objet de la succession. Et évidemment, si on entend favoriser le conjoint survivant, ou plutôt permettre au conjoint survivant de pouvoir continuer d'occuper cette maison, de pouvoir éviter qu'il ne doive vendre cette maison à l'occasion ou suite au décès de son mari ou de son épouse, il faut éventuellement le favoriser, mais c'est évidemment au détriment des enfants, et ça ne peut être fait que dans la mesure où le conjoint survivant est à même de pouvoir désintéresser les enfants, puisque ceux-ci ont en principe, en tout temps, le droit de demander le partage, donc d'être désintéressés sur la valeur de ce qu'ils reçoivent. On peut aussi citer comme cas qui peut faire difficulté celui où le conjoint, enfin le disposant, la personne dont la succession est en cause, est propriétaire d'une entreprise. Et là, une entreprise qui, par exemple, devrait être ensuite reprise par l'un des enfants, la question de la valeur de la reprise peut faire difficulté. Et le désintéressement des frères et sœurs est susceptible aussi de mettre l'attributaire de cette entreprise en difficulté financière. C'est du reste dans ce sens-là que le législateur va prochainement entamer cette deuxième partie de la révision du droit des successions. Je vous remercie. Si on parle de situations particulières, je pense que je le vois dans ma pratique d'avocat aussi, lors de discussions avec des clients, que les gens qui vivent en concubinage depuis une certaine période ont le sentiment d'avoir les mêmes droits et devoirs que les personnes mariées. C'est un sentiment qui s'est développé, je pense, ces dernières années et qu'on peut comprendre, mais souvent je dois un petit peu leur expliquer que la réalité est un peu différente. Est-ce que vous pouvez exposer les grandes différences qui distinguent, du point de vue des successions, le couple marié du couple de concubins? Oui, volontiers. Donc, le couple marié bénéficie de plusieurs avantages. Tout d'abord, les conjoints sont liés par des relations patrimoniales qui constituent le régime matrimonial. Donc en cas de succession, c'est une première opération qu'il s'agit de régler, la liquidation du régime matrimonial qui, elle, confère en principe déjà des droits aux conjoints survivants. Pour prendre le cas simple, vous savez que en matière matrimoniale, on a 3 régimes possibles: participation aux acquits, séparation de biens, communauté de biens. Pour prendre donc un cas simple, si des personnes sont mariées sous le régime ordinaire de la participation aux acquits, les acquits, c'est-à-dire l'ensemble des biens qui ont été acquis pendant le mariage grâce au travail, sont partagés en 2. C'est donc dire que
à titre matrimonial et indépendamment de la succession, le conjoint survivant a droit déjà à la moitié des acquis en valeur. Si vous avez un conjoint, par exemple l'épouse, qui a exercé une activité lucrative, le mari s'étant occupé des enfants et qui a accumulé un patrimoine, disons, de 400 000 francs pour avoir un chiffre rond, pendant le mariage, la dissolution du mariage provoquée par le décès conduit au fait que le mari, dans cette configuration, aurait déjà droit, comme mari et non pas comme héritier, à la moitié des acquis, c'est-à-dire 200. Il reste alors dans la succession 200, dans notre cas, qui sont partagés entre le conjoint survivant, héritier pour demi, et les enfants, héritiers pour l'autre demi. Donc les enfants, dans cette configuration-là, recevraient 100. C'est la première distinction. La deuxième, c'est que le conjoint survivant est héritier légal. Et on le voit ici, le conjoint survivant héritier légal pour demi recueille 100. Donc la somme des prétentions qu'il peut avoir en relation avec la succession de son conjoint est de 300. 200 à titre matrimonial, 100 à titre successoral. En plus, et c'est la troisième distinction, le conjoint survivant est réservataire, donc on ne peut pas le priver de ses droits successoraux, sauf naturellement à engager une procédure de divorce. Et enfin, le législateur a aménagé en faveur du conjoint survivant une règle de partage légal, dans le sens que si la succession comprend l'habitation qu'occupaient les conjoints, le survivant peut demander qu'en imputation sur sa part, il devienne seul propriétaire du logement. Pour reprendre le cas de tout à l'heure, si les 400 dont on parle consistent dans la valeur nette de l'immeuble, à la villa, le survivant peut demander, même s'il n'était pas propriétaire du tout, à devenir seul propriétaire en désintéressant naturellement les enfants et en leur versant ici les 100. La situation est complètement différente pour le concubin, dans le sens que la loi ne lui accorde aucun droit légal. Il faut, pour que le concubin puisse bénéficier de la succession, prendre des dispositions pour cause de mort, soit un testament, soit un pacte successoral. Donc le concubin n'est ni héritier, ni légataire, il n'a simplement droit à aucune prétention dans la succession de l'autre concubin, et ce, indépendamment de la durée du concubinage. Donc vous avez beau avoir vécu pendant 10 ans, 20 ans ensemble, le concubin survivant n'a aucune prétention. Et là, il faut effectivement, pour aménager une telle prétention, le prévoir dans une disposition pour cause de mort, par exemple un testament ou un pacte successoral, mais on a le problème des réserves qui se posent. Alors les réserves ont été améliorées en quelque sorte en faveur du concubin, mais il n'empêche que la réserve des descendants reste toujours d'une demi, alors qu'elle serait réduite à un quart en cas de remariage. D'où l'idée qu'éventuellement, si on entend favoriser le concubin, et aussi à des conditions fiscales sur lesquelles on reviendra sans doute, favorables, la seule solution, c'est de se marier, tant de préciser ici qu'il suffit d'être marié une seconde avant le décès pour que le survivant puisse être considéré comme le conjoint survivant et bénéficier des avantages successoraux dont on a parlé. J'en viens peut-être juste à la question fiscale, si vous permettez. Oui, volontiers. Donc la question fiscale est toujours importante, elle doit toujours être prise en considération lorsqu'on parle de planification successorale. En d'autres termes, on ne régit pas une succession sans avoir à l'esprit les conséquences fiscales qu'elle peut avoir. Et là, ce qui est important de voir, c'est que on n'a pas d'impôts qui sont prévus par la Confédération. Il y a eu des tentatives qui avaient été faites à l'époque d'imposer les successions. Oui, c'est ça, exactement. On était dans les années 2012 environ, et il s'agissait d'envisager que, au niveau fédéral, des successions qui, si mon souvenir est bon, comportent plus de 2 millions de francs, soient imposées au niveau fédéral. Cette initiative n'a pas abouti, et en l'état, ce sont donc les cantons qui ont la souveraineté fiscale. Et le principe, c'est que c'est le canton du dernier domicile du défunt qui est compétent pour pouvoir imposer des successions. Donc, pour prendre le cas du canton du Valais, c'est effectivement le canton du Valais qui sera compétent
pour pouvoir imposer une succession, mais seulement dans le cas où la personne en question a son domicile en Valais. Ce principe connaît deux exceptions. La première, c'est celle qui concerne les immeubles. Les cantons de situation de l'immeuble sont compétents pour imposer. Donc, si la personne en question est bien domiciliée en Valais, mais qu'elle est propriétaire d'un immeuble à Fribourg, c'est le canton de Fribourg qui sera souverain pour imposer la succession en tant qu'elle concerne cet immeuble. Et à son taux à lui, donc du canton de Fribourg. La deuxième exception concerne, mais c'est seulement dans les relations internationales, le domicile des héritiers, dans le sens que en Suisse, le domicile des héritiers est irrelevant. Si j'hérite de quelqu'un qui est domicilié en Valais et que je suis domicilié dans le canton de Fribourg, ça reste le canton du Valais qui est compétent. Mais effectivement, dans certains pays, il faut voir si les héritiers habitent dans un certain pays. On pense à la France, naturellement, où la France impose très largement, très lourdement les descendants. Et si vous avez une situation où la personne est domiciliée en Valais, mais qu'elle laisse, par exemple, des enfants qui sont domiciliés en France, dans ce cas, il peut y avoir une imposition du chef, par les soins, on peut dire, de l'État français, qui peut être relativement lourde. Je crois que vous interviendrez vous-même à ce sujet dans le cadre de cette discussion. Pour reprendre le cas du Valais, c'est évidemment pas un domaine que je connais très bien puisque je ne suis pas notaire valaisan, mais ce que l'on peut dire ici, c'est que le canton du Valais impose certaines situations successorales et pour l'essentiel, il n'exonère que les descendants et à l'exception donc du partenaire de vie, donc du concubin. Celui-ci est considéré comme un tiers et à ce titre-là est imposé à hauteur de 25% sur ce qu'il reçoit, cet impôt comportant à la fois la part communale et la part étatique. J'observe juste que sous cet angle-là, c'est évidemment un montant qui est très important, déjà 25%. Par exemple, dans notre canton, le canton de Fribourg, le partenaire de vie, donc le concubin, est imposé autour des 38%, canton commune, donc c'est largement plus élevé, mais qu'on a un avantage fiscal qui est accordé lorsque les concubins avaient un domicile fiscal commun pendant 10 ans. Auquel cas, ce taux de 38 est réduit à environ 16%. Mais dans le Valais, on a une uniformité, peu importe encore une fois la durée de vie commune des deux concubins. Pour les frères et sœurs, il y a également les frères et sœurs, parce que les parents en ligne directe sont exonérés. Pour les frères et sœurs, c'est donc, je crois, 10% de la succession qui est imposée, 15% pour la parentèle des grands-parents, donc les oncles et tantes, cousins et cousines. Et ici, l'impôt est calculé sur la valeur vénale des biens. Dans votre cas, c'est l'article 114 de votre loi fiscale, étant entendu également que les immeubles sont évalués pour la taxation successorale à la valeur cadastrale. Oui, alors c'est vrai que c'est une situation qui est parfois méconnue, le fait d'avoir un concubin qui va hériter par un testament, par exemple d'un appartement, et puis en Valais, il se retrouve à devoir payer 25% de la valeur de cet appartement simplement pour continuer à y vivre, ce qui souvent pousse les gens à devoir vendre leur domicile parce qu'ils n'ont plus les moyens de l'assumer, surtout quand on hérite à la retraite et qu'on n'a pas forcément les revenus pour contracter un nouveau crédit hypothécaire. Et c'est là, je pense, que le mariage prend tout son importance dans un canton comme le Valais. J'ignorais qu'il y avait des cantons comme Fribourg où on avait prévu des dispositions favorables pour les concubins. Et c'est peut-être quelque chose à lancer à nos députés au Grand Conseil pour peut-être s'inspirer du cas fribourgeois. Vous parliez tout à l'heure de la Convention internationale avec la France. C'est vrai que c'est un sujet qui avait fait beaucoup couler d'encre il y a une dizaine d'années. J'étais à l'époque député, nous nous étions engagés contre la signature d'une nouvelle convention avec la France, une convention de double imposition. Donc, jusqu'à cette époque, une convention prévoyait qu'une succession ne pouvait être imposée que dans un pays ou dans l'autre. C'est d'ailleurs souvent le rôle de ces conventions fiscales de double imposition, c'est de choisir quel est le régime applicable. Imaginons que vous avez un
quelqu'un qui décède en Suisse avec des enfants en France, jusqu'à 2012, eh bien, la Convention prévoyait soit d'imposer en Suisse, soit d'imposer en France, mais en aucun cas des deux côtés. Et puis la France, à l'époque, avait proposé une convention nouvelle qui prévoyait en fait que c'était l'État qui taxait le plus qui imposait. C'était à peu près ça, si on la lisait. Donc, c'était toujours la France, naturellement. Et il y a eu une levée de bouclier du côté des cantons qui ont refusé de signer une convention qui était absolument pas équitable pour les parties. Et finalement, la France a dénoncé la convention en cours, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, il y a plus de convention. Il y a des cas de double imposition. J'ai entendu parler de situations de personnes qui vivent en France voisine, qui ont des enfants en Suisse et qui sont installés en France voisine, par exemple, pour des raisons de coût du domicile. Et lorsqu'ils décèdent, eh bien, ils sont imposés au-delà du 100% de la valeur de la succession, ce qui signifie que si les enfants acceptent la succession, en fait, non seulement ils vont rien toucher, mais ils vont en plus payer des impôts qu'ils ne pourront pas couvrir en vendant le résultat de la succession. Donc c'est vrai que c'est une situation très particulière. Il y a eu plusieurs interventions parlementaires à Berne pour demander de relancer les négociations avec la France, mais on se rend compte que le côté français n'a pas le souhait d'améliorer cela. Bon, ensuite, il n'y a pas énormément de pays avec lesquels on a des conventions de double imposition sur les successions. C'est vrai que c'est des cas un peu particuliers, mais c'est étonnant de ne pas en avoir avec nos voisins. Si on, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter sur la question du droit fiscal, peut-être. Oui, volontiers, peut-être, si vous permettez. En relation avec ce que vous disiez tout à l'heure de l'appartement au Valais, effectivement, en faveur du conjoint ou du concubin, je pense qu'il faut tenir compte également de la dette hypothécaire. Elle doit être soustraite normalement de la valeur de la libéralité. En d'autres termes, si vous avez un appartement d'une valeur fiscale de 300 000 et une dette hypothécaire de 300 000, normalement, ça devrait se faire quasiment en franchise d'impôt. Tout à fait, oui. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Oui. Donc, d'où l'idée qu'il faut effectivement peut-être conserver une dette hypothécaire pour, si on peut vous donner un conseil en quelque sorte Oui. aux gens, de conserver une dette hypothécaire de façon à éviter cette imposition trop lourde. Oui. En relation avec l'impôt, ce sera la deuxième remarque ici, il faut, et vous l'avez laissé entendre, envisager la possibilité de pouvoir, entre guillemets, jouer avec le domicile fiscal. Ça peut être le domicile du disposant, c'est-à-dire de la personne dont la succession est en cause. Pour reprendre le cas qu'on disait tout à l'heure, si l'imposition est plus lourde en France ou dans le canton de Fribourg, il est possible d'envisager un domicile en Valais, par exemple, où l'imposition sera moindre. Ça donne lieu à un certain tourisme successoral qu'on ne peut pas exclure, mais c'est peut-être aussi une partie du conseil qu'on peut donner à des personnes. Je pense aussi, sans vouloir du tout porter un quelconque jugement sur la législation vaudoise, mais on sait que dans le canton de Vaud, c'est, je crois, le seul canton qui impose les successions en ligne directe. Donc on doit envisager avec les personnes qui planifient leur succession l'éventualité de pouvoir s'installer dans un canton qui exonère les descendants, parce que, précisément, c'est une économie fiscale qui peut être importante. La troisième remarque que je ferai concerne l'assiette fiscale. Donc, l'assiette fiscale, c'est-à-dire ce sur quoi l'impôt est prélevé. Et là, si on prend les relations internationales, par exemple avec la France, vous le savez, est liée par la Convention européenne sur les successions qui est en vigueur, je crois, depuis 2015. Et à ce titre-là, elle est liée, par exemple, par des déclarations par lesquelles une personne domiciliée en France et qui serait de nationalité suisse soumettrait sa succession au droit suisse. Mais d'un point de vue fiscal, l'autorité fiscale française va imposer à son taux à elle, et selon ses principes à elle, la succession en fonction des droits successoraux tels qu'ils résulteraient du droit suisse. Donc on a une situation maintenant où, par exemple, pour les immeubles ici en France, le droit français n'exige plus l'application de ce droit-là. Donc on peut appliquer du droit suisse aux immeubles en France, mais l'imposition a lieu en fonction de ce qu'effectivement la personne en question reçoit. Et
imposition peut être, comme vous l'avez dit, extrêmement lourde, même en ligne directe, ce qui, et vous l'avez également relevé, peut conduire les héritiers à devoir vendre l'immeuble parce qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir payer les impôts. Et on peut même, dans certaines circonstances, leur conseiller de réfléchir à accepter la succession ou non. Oui, accepter la succession ou non, ou peut-être se dessaisir de l'immeuble au moment où le problème de la succession se pose. Donc, si on a une résidence secondaire en France, pour dire les choses aussi très simplement, en termes de planification, on peut peut-être conseiller à la personne qui devient âgée, dont les enfants ne veulent pas reprendre cette maison, de simplement la vendre et de récupérer les capitaux, de les faire revenir en Suisse. Comme ça, il n'y a pas d'impôt du tout pour cette succession. Oui, ça implique beaucoup de prévoyance. Si on revient sur la situation des personnes, on a parlé des concubins, est-ce qu'on peut parler des familles recomposées, notamment les familles dans lesquelles on a des enfants de lits différents. C'est une situation qui peut être un peu particulière puisque, je pense que vous l'exposerez, on peut se retrouver avec une espèce de loterie macabre de l'ordre des décès des conjoints. Comment fonctionne d'abord une succession dans cette situation et quels conseils vous pouvez donner ? C'est une problématique qui se pose systématiquement. Vous parlez de loterie macabre. J'aime beaucoup le terme parce qu'effectivement, c'est bien de ça qu'il s'agit. Dans le sens que c'est l'ordre des décès qui va conduire au passage de la fortune d'une famille à l'autre, alors que cet ordre est naturellement inconnu. On ne sait généralement pas lequel des conjoints va prédécéder. Et si vous permettez, on peut essayer de l'illustrer d'une façon simple. Si vous avez deux conjoints, on leur donnera un nom, Albert et Bernadette. Ils viennent de se marier. Peut-être qu'ils se marient au dernier moment, en quelque sorte, voyant le décès surgir dans quelque temps. Monsieur a un enfant, on l'appellera Charles, madame a une fille qu'on appellera Daniel. Si monsieur n'a pas de patrimoine du tout, Albert, oui, et que sa femme Bernadette a un patrimoine de 400, pour reprendre un chiffre comme tout à l'heure, on distinguera, et dans la planification, c'est évidemment une opération qu'il faut faire systématiquement, le prédécès de monsieur du prédécès de madame. Donc celui qui décède en premier. Exactement. Si c'est monsieur qui décède le premier, on va lui donner quand même un capital de 100. Voilà. Si c'est monsieur qui décède le premier et qu'il n'a pas pris de disposition pour cause de mort, donc n'a pas fait de testament, ces 100 reviennent pour demi à son épouse Bernadette et pour l'autre demi 50 à son fils Charles. Et si Bernadette décède quelque temps plus tard, ces 400 qu'elle avait, plus les 50 qu'elle a acquis dans la succession de son mari Albert, profitent à sa fille Danielle, qui dans l'opération recevra 450. 400 de sa mère, 400 de sa mère, des 450 de sa mère, qui elle-même avait hérité de son mari. Parce que Charles n'est en aucun cas son héritier à elle. Exactement, tout à fait. Si maintenant vous prenez l'opération inverse, c'est-à-dire que Madame Bernadette prédécède avec ses 400. Dans ce cas, ses héritiers légaux, toujours si elle ne prend pas de disposition pour cause de mort, sont son mari Charles pour 200 et Daniel pour 200. Et si Charles succède et décède quelque temps plus tard, ces 200 qu'il a qu'il a acquis dans la succession de sa femme, s'ajoutent aux 100 qu'il avait déjà et profitent intégralement à son fils Charles dans l'opération. En fin de compte, dans le cas du prédécès de monsieur Daniel à 450, tandis que dans le deuxième cas, il n'a que 200. Et ça, c'est quand même extrêmement important, d'où la nécessité de réfléchir à cet ordre des décès qu'on ne connaît pas. Enfin, je l'illustre souvent pour faire comprendre cet enjeu avec le cas un peu grossier
mais simpliste aussi de l'accident de voiture, où vous avez les deux conjoints qui sont effectivement victimes de cet accident. Selon que l'un prédécède à l'autre, eh bien, c'est cette configuration-là ou l'autre configuration qui va se passer. Et dans l'accident de voiture, je pense que c'est important à dire pour ceux qui nous écoutent que si les secours arrivent, un des deux conjoints est décédé sur place, donc on va le constater, l'autre est amené à l'hôpital et décède 2 heures plus tard, on va faire toute cette réorganisation des successions comme s'ils étaient décédés avec 15 ans d'écart. Il y a pas de, c'est seulement si on découvre les deux ensemble décédés qu'on va présumer qu'ils sont décédés en même temps. À défaut, on va vraiment faire l'ordre comme on a pu le constater. Oui, c'est exactement ça. Donc, effectivement, à partir du moment où on peut identifier l'heure du décès d'une personne, peu importe le temps qui s'est passé entre le décès du premier et le décès du deuxième, cette procédure dont on parle va être exécutée. Et vous ajoutez encore à cela l'effet liquidation du régime matrimonial. Vous doublez en quelque sorte à l'égard des acquets tout le bénéfice qu'aura le survivant dans la succession du prémourant. Avec, encore une fois, on accroîtra cette inégalité. Donc vous avez, par ce jeu-là, le risque du transfert du patrimoine d'une famille à l'autre. Par exemple, ici, pour reprendre le cas de notre Bernadette qui avait 400, si ces 400 provenaient d'un héritage, une maison de famille, la maison de famille, voilà, exactement, et que madame vient à décéder, dans ce cas, cet héritage-là, finalement, profitera à Charles, qui est le fils du mari, qui en soi n'a rien à voir, strictement rien à voir avec cette famille. Et là, il faut effectivement bien réfléchir et essayer de trouver des solutions. La loi permet, dans une certaine mesure, de pouvoir effectivement trouver des solutions assez satisfaisantes à ces cas-là, mais il faut être particulièrement attentif ici aux conséquences fiscales d'une telle opération. Pour reprendre ici notre cas, si Bernadette entend par exemple favoriser Charles, donc le fils de son mari prédécédé, en disant voilà, ce Charles a vécu avec nous, j'ai été en quelque sorte sa mère, le divorce est intervenu il y a très longtemps. Pour moi, il doit être mis sur le même pied que ma fille Danielle. Dans ce cas, elle doit prendre des dispositions pour cause de mort en faveur de Charles, encore une fois en cas de prédécès de son mari. Et ces dispositions-là se heurtent ou peuvent se heurter à deux difficultés. La première, c'est de nouveau les réserves. En l'occurrence, avec le nouveau droit, la question est résolue, mais aussi il y a des conséquences fiscales, puisque ici, ce Charles, fils du mari, n'est pas l'héritier légal de Daniel et serait imposé à 25%. Donc, en recevant la même chose, il y en a un qui recevrait 25%, enfin, qui devrait payer 25% sur ce qu'il reçoit, et l'autre qui obtiendrait la succession en franchise d'impôt. On peut aussi trouver d'autres solutions qu'on ne pourra pas évoquer ici, mais qui doivent être, à mon avis, bien discutées, chaque cas étant tout à fait propre à lui-même. Donc on ne peut pas ici avoir une généralisation sur les solutions qu'il faut donner dans de telles hypothèses. Oui, c'est bien le problème. Je pense que quand on se retrouve dans une famille un peu différente du modèle, le père et la mère sont mariés, ont uniquement des enfants communs, c'est pas une mauvaise idée si dès qu'on a un tout petit peu de patrimoine de consulter un spécialiste pour essayer de trouver une solution adaptée, parce que c'est la porte ouverte à des conflits familiaux par la suite. J'ai l'impression, enfin par mon expérience de nouveau, que cette loterie macabre fonctionne assez mal quand elle est engagée. Les enfants se retrouvent parfois à découvrir que une partie du patrimoine familial leur échappe, et puis qu'entre demi-frères et sœurs qui s'estimaient avoir les mêmes droits dans la famille, eh bien, il y en a un qui touche 3 fois plus que l'autre uniquement à cause de l'ordre des décès. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Beaucoup de gens ne l'ont pas. Est-ce que j'ose intervenir Bien sûr. Ici, je ne veux pas faire de la publicité pour ma profession. Bon, allez-y. Peut-être je le fais pour la vôtre. Oh, peut-être. Donc, effectivement, je le dis et le répète ici, ces questions-là sont délicates et exigent sans doute que l'on fasse, vous l'avez dit, appel à un professionnel du droit. Ça peut être effectivement l'avocat, ça peut être le notaire, ça peut être aussi
parce que certains établissements bancaires font aussi de la planification successorale. Quoi qu'il en soit, il faut effectivement réfléchir à ces questions et trouver par le dialogue des réponses. La démarche, rapidement aussi, donc, est la suivante. Il faut examiner quelle est la solution légale. Ensuite, voir s'il y a adéquation entre cette solution légale et la volonté des gens. Et si cette adéquation est donnée, dans ce cas, on n'a rien à faire. En revanche, s'il n'est pas donné, il faut effectivement prendre des dispositions pour cause de mort. Et la difficulté, ici, en tout cas dans la pratique, et vous l'avez sans doute vécu comme avocat, consiste dans le fait que des dispositions pour cause de mort, les testaments, peuvent être faits sans l'intervention du notaire, ce sont des testaments holographes. Mais il arrive aussi que des gens pleins de bonnes intentions fassent des testaments qui ou bien ne respectent pas les formes légales, ou bien alors consiste dans ce qu'on appelle des testaments conjonctifs. C'est-à-dire Testament conjonctif, c'est un testament unique, donc un document qui est écrit généralement de la main de deux personnes, signé par deux personnes, mais qui ne revêt pas la forme du pacte successoral. Alors, on a un peu l'impression que ces testaments conjonctifs, c'est très rare. En réalité, je vous le dis juste comme ça, pas plus tard qu'hier, des conjoints m'ont consulté et ils entendaient effectivement planifier leur succession en se favorisant l'un l'autre, et ils m'ont produit un document qu'ils avaient appelé convention, dans laquelle ils avaient dit nous donnons tout à l'autre, ouais. Nous instituons comme seuls héritiers. Et ce document-là, certes écrit de la main d'un des conjoints, signé par les deux, est typiquement un testament conjonctif. Et ce testament conjonctif, en droit suisse, est nul. Oui, donc il n'a aucune valeur, on n'en tient pas compte. Il n'a quasiment aucune valeur, il est annulable successoralement. Donc, toutes les personnes, notamment les enfants, en l'occurrence, qui entendraient se prévaloir de la nullité, peuvent effectivement faire constater la nullité de ce document. Alors que les gens, encore une fois, plein de bonnes intentions, et généreusement, parce que on veut, en principe, que le conjoint puisse avoir un cadre de vie, le conserver, etc. Ici, très généreusement, de bonne foi aussi, on fait un acte qui finalement est nul. Et ça, il faut l'éviter. C'est dommage parce qu'effectivement, c'est vraiment des situations qui peuvent finalement conduire à des mésententes, à brouiller des familles, et ça pour plusieurs générations. Oui, et puis ça peut avoir des conséquences incroyables. On parlait récemment d'un cas à Bâle d'une femme qui avait été instituée héritière, mais de manière non conforme. Je crois que l'héritier avait le décuius, celui qui est le décédant, avait oublié avait signé qu'à un endroit et pas en bas du testament, ou avait oublié de le dater. Et c'est des millions de francs que cette personne a perdu, et surtout des centaines de milliers de francs en honoraires d'avocat. J'ai envie de dire par rapport à ça que soit on va voir un notaire avant, soit on va voir un avocat après, mais ça se passe rarement bien tout seul. Le temps passant, je vais en venir à ma dernière question, qui clôt un peu cette discussion qui pourrait durer encore des heures, je pense. Mais est-ce que vous avez un conseil à donner, de manière générale, pour éviter que dans une famille, la question successorale ne finisse par devenir un conflit qui déchire toute une famille qui fonctionnait relativement bien auparavant? Et par rapport à ça, qu'est-ce qui ne peut pas être réglé dans une succession? Je vous remercie. Effectivement, c'est une préoccupation qu'on a systématiquement, en tout cas comme notaire. C'est celle de faire en sorte que si les familles s'entendent, les dispositions que l'on prend ne soient pas susceptibles de créer la mésentente entre les membres de cette famille. On a, je pense même, en tout cas comme notaire ici, une certaine responsabilité à le faire. Et l'expérience montre qu'une planification successorale soignée, généralement, permet de garder cette bonne entente entre les gens, et qu'en revanche, une planification successorale bâclée, si vous permettez l'expression, est de nature à déchirer des familles complètement. Déchirer les frères et sœurs, déchirer leurs enfants, les enfants de leurs enfants. Et je pense qu'il y a deux principes qui doivent être respectés. Le premier, c'est une totale transparence.
les gens doivent dire aux membres de leur famille ce qu'ils font. Et la question se pose principalement dans les actes que l'on fait entre vifs, les donations qui sont faites du vivant de la personne concernée. Il n'y a rien de pire que de faire une donation sans en informer les autres enfants et sans leur dire en quoi il consiste. Souvent, c'est naturel. Si vous avez une personne qui entend donner quelque chose à un de ses enfants et qui lui dit « tu ne diras pas ça, en tout cas à tes frères et sœurs », ici, ça crée la suspicion, et c'est juste que ça crée la suspicion, parce que, évidemment, les frères et sœurs ne sauront peut-être rien, mais s'ils ont été gratifiés eux-mêmes, eh bien, ils sauront que les autres, peut-être, savent qu'ils ont été gratifiés eux-mêmes. Et là, ça crée tout de suite la suspicion, le doute. Alors, on a des instruments qui obligent les héritiers à se renseigner mutuellement, mais finalement, autant le faire tout de suite, proprement, en pleine connaissance de cause, et de dire clairement aux enfants ce que l'un ou l'autre reçoit. En tout cas, ça vaut pour les donations, les libéralités qui sont faites entre vifs. La deuxième question, toujours en relation avec les libéralités entre vifs, parce que c'est quand même des instruments de planification importants, c'est de faire comparaître d'obtenir donc l'accord des autres frères et sœurs à celui qui, par exemple, reçoit la maison. Maintenant, le deuxième principe aussi, c'est, à mon avis, l'égalité de traitement. Est-ce que vous voulez ou pas assurer une égalité de traitement entre vos enfants ? Si vous voulez le faire, il faut prendre des mesures qui permettent de le faire, notamment du point de vue des parts successorales, des attributions des biens, etc. Et si cela est respecté, je pense que généralement, on peut faire en sorte qu'une succession soit bien planifiée et qu'elle ne pose pas de difficultés à l'ouverture. Un des instruments aussi que la loi met à disposition, c'est pour faciliter la dévolution de la succession et la liquidation, la désignation d'un exécuteur testamentaire. Donc quelqu'un qui est chargé d'assumer l'administration de la succession, donc la conservation du patrimoine, de délivrer les legs, c'est-à-dire les diverses donations qui ont été faites dans le testament, et de préparer le partage. Ça, c'est généralement une bonne formule, parce que, c'est vrai, elle confère une certaine responsabilité à l'exécuteur testamentaire, mais permet aussi de dépassionner en quelque sorte le débat en relation avec la liquidation de la succession. C'est un tiers non héritier qui vient et qui participe. Voilà, exactement. Non héritier ou héritier. Le rôle pas du juge, mais de l'administrateur. Voilà, puis ça sera aussi le chef d'orchestre de la liquidation de la succession. Et ça, je pense qu'en tout cas, dans des successions compliquées, c'est quelque chose qu'on peut recommander, que ça soit effectivement un ami, un notaire, un avocat, un banquier, etc. Une fiduciaire, exactement, tout à fait. Oui, écoutez, c'est vraiment passionnant. On a vu en fait que les successions étaient compliquées, non pas seulement quand il y avait beaucoup de choses, mais aussi quand il y avait beaucoup de personnes issues de lits différents. Je vous remercie, monsieur le professeur, d'avoir participé à cette discussion qui, je l'espère et j'en doute pas, a pu éclairer la lanterne de nos auditeurs sur ces questions successorales. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir écouté ce podcast jusqu'à maintenant, et je me réjouis de vous revoir à d'autres occasions. Merci beaucoup. Merci, monsieur le conseiller national. C'est un plaisir également pour moi de m'entretenir avec vous durant cette matinée. Merci.